Bonjour à tous. Bienvenue à cette nouvelle conférence que nous allons consacrer aux enjeux de santé dans l'aménagement. Alors, à l'évidence, il y a quelques années, parler de santé dans l'aménagement ne nous serait même pas venu à l'idée. Alors, une crise sanitaire majeure est passée par là, mais au fond, même sans cette crise sanitaire, le sujet de la santé, de l'aménagement de la ville sont des sujets qui sont totalement cohérents. Pourquoi ? Puisque si nous vivons en ville, si nous avons le projet de venir habiter en ville, c'est pour mieux vivre, à la fois construire un projet familial, un projet professionnel, et donc c'est un sujet pleinement pertinent. Pertinent mais également complexe parce qu'on peut parler à la fois de mobilité, on peut parler de qualité de l'air intérieur, on peut parler de multiples sujets avec comme point commun cette santé, ce bien-être, on prend la santé au sens de l'OMS, c'est-à-dire un état de bien-être général qui est au cœur de la problématique. Alors, pour traiter ce sujet complexe, nous avons des invités extrêmement divers. Alors, je suis ravie de vous accueillir, Soraya Mrioui. Est-ce que vous pouvez en 2 mots expliquer qui vous êtes et ce que vous faites, pourquoi vous êtes autour de cette table pour nous parler de santé ? Très bien, merci. Bonjour, je suis donc directrice générale adjointe de Grand Paris Aménagement, qui est un établissement public d'aménagement qui intervient sur tout le territoire de l'Île-de-France pour réaliser des opérations mixtes. On produit évidemment du logement, de l'activité économique et surtout des quartiers où on a envie de vivre. Et donc l'enjeu de la santé est un enjeu majeur pour nous aujourd'hui. On essaye d'avoir une démarche holistique autour de ce sujet. Donc j'aurai l'occasion de vous en parler, je pense, tout à l'heure. Alors, des quartiers où on a envie de vivre, je suis ravie de vous accueillir également, Madame la maire. Vous êtes Karine Franclet, maire d'Aubervilliers. Et on va le comprendre au cours de cette conférence, ce sujet est également au cœur de vos préoccupations à Aubervilliers. Je me tourne également vers vous, Arnaud Lunel. Pourquoi êtes-vous autour de cette table ? Bonjour, je suis Arnaud Lunel, je suis directeur immobilier de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Je m'occupe à ce titre de la maîtrise d'ouvrage des grands projets hospitaliers, de la valorisation de notre foncier, mais aussi de la question du logement des soignants, qui est la raison de ma présence aujourd'hui. Enfin, Véronique Pape, directrice d'Ecopolis. Ecopolis, en quelques mots ? Bonjour, donc Ecopolis, c'est une association francilienne qui accompagne toute la filière bâtiment et aménagement. Notre objectif, c'est d'aider les professionnels à monter en compétence sur tous les sujets de la transition écologique. Et donc, comme vous le verrez, il y a beaucoup de liens en fait entre la transition écologique et la santé. Et notamment, nous avons développé un programme spécifique sur ce sujet-là avec un chargé de mission à plein temps qui anime un programme territorial, donc avec le soutien de l'ARS, de la métropole du Grand Paris et de la région Île-de-France. Alors précisément, on va rester avec vous, Véronique Pape, parce que je le disais à l'instant, intégrer les enjeux de santé dans les questions d'aménagement, d'urbanisme, ne semble pas aller de soi. C'est une question récente, se sont saisis les acteurs de manière très volontariste, mais assez récemment. C'est complexe, mais c'est important. Dites-nous en 2 mots, pourquoi ? Alors, il y a quand même un premier sujet qui est que la santé, elle est liée au cadre de vie. Alors, quand on le dit comme ça paraît peut-être pas si évident, mais en fait, un peu de bon sens nous permet de voir que c'est tout à fait juste naturel. On vit beaucoup mieux quand on a un appartement ou une maison confortable, bien éclairée, chaude en hiver, fraîche en été, avec les commerces et les services et les transports à proximité, qu'on n'habite pas trop loin de son travail, qu'on a des espaces verts pas loin, etc. Et donc évidemment, si on a tout ça, on vit mieux que si on n'a rien de tout ça. Et donc ça, c'est la première chose un peu intuitive qu'on peut dire. Et si les scientifiques nous disent que puis... dans les déterminants qui influent sur la santé, 70% de ces déterminants sont vraiment liés au cadre de vie. Alors je ne sais pas si on peut avoir la première diapo. Voilà, je m'adresse à la régie pour qu'elle nous montre les diapos qui vont avec, mais je vous en prie, continuez. Sinon, je vais vous la faire en live, il n'y a pas de problème. Je vais vous raconter les diapos qu'on avait prévus. Donc, les scientifiques nous disent aussi qu'il y a un lien direct entre le niveau socio-économique et la santé. Si vous prenez la ligne B du RER en région parisienne, donc dans la partie sud, on a des quartiers plutôt bourgeois et dans la partie nord, on a des quartiers plutôt défavorisés. Eh bien, vous avez plus 35% d'espérance de vie que la moyenne quand vous êtes à Bure-sur-Yvette et moins 35% quand vous êtes à la Plaine-Saint-Denis. Donc c'est un exemple vraiment malheureusement très parlant de l'impact direct de
du cadre de vie sur la santé. Un autre exemple, la carte du diabète se superpose de façon presque linéaire avec la carte des niveaux socio-économiques quand vous prenez l'Île-de-France commune par commune. Donc il y a un lien direct. On pourrait multiplier les exemples à l'envi. Le Covid, c'était pareil. Il y a eu beaucoup plus de morts du Covid dans les zones plus défavorisées. Donc le lien entre cadre de vie et santé est vraiment avéré. Et la question suivante, c'est qu'est-ce que les aménageurs ont à voir là-dedans? Les aménageurs, ce sont tout simplement des acteurs très importants du cadre de vie qui, quand ils créent ou quand ils rénovent des quartiers, contribuent à modifier de façon très profonde souvent la façon dont les gens vont vivre là où ils sont, donc vivre ou travailler. Et donc, à ce titre, évidemment, on a besoin des aménageurs pour intégrer ces leviers à leur réflexion. Alors, Arnaud Lunel, je l'ai souligné en introduction, le sujet des liens entre santé, aménagement et ville est polymorphe. Et un autre aspect extrêmement important, c'est la question du logement des personnels de santé. On l'a tous compris pendant le Covid, quand on a vu ces mouvements de solidarité visant à accueillir des personnels de santé pour qu'ils soient au plus près des établissements qui accueillaient les patients. Aujourd'hui, c'est devenu un enjeu stratégique pour la PHP. Expliquez-nous en quoi c'est un enjeu stratégique pour vous précisément. En fait, la question du logement des soignants est ancienne à la PHP. On a acquis et développé sur les décennies un parc important. On a 9000 logements à peu près qu'on maîtrise, soit en pleine propriété pour une petite moitié, soit par des baux amphithéotiques, des conventions de réservation pour une grosse moitié. Mais cette question était traitée comme une question de politique sociale, historiquement, et elle servait à loger des agents qui avaient besoin d'un accompagnement dans des situations difficiles. Et à partir de 2019, on a été confronté, comme d'autres grands employeurs, notamment publics, mais peut-être un peu avant les autres, peut-être un peu plus que les autres, à des difficultés très fortes de recrutement qui nous ont amenés à fermer des services de soins parce qu'on n'avait tout simplement pas les soignants pour les faire tourner. À ce moment-là, on a travaillé sur un ensemble de leviers, la rémunération, le sens, les organisations, etc. Mais évidemment, dans un contexte francilien, la capacité à proposer des logements abordables et qualitatifs à nos soignants est un levier majeur de recrutement, de fidélisation. Et on a complètement repensé notre politique de logement sur un levier non pas simplement de politique sociale, mais de politique RH et d'attractivité. Et donc, d'un trend historique, disons, d'environ 500 attributions de logements par an, on s'est dit qu'on voulait aller beaucoup plus loin, maintenir ces 500 attributions sur critères sociaux annuels, mais développer une offre spécifiquement réservée aux métiers en tension, les métiers de la première ligne, qui ont évidemment traversé la phase Covid. On le fait en refondant totalement notre politique logement. On a redéfini les localisations sur la base de notre parc d'hôpitaux, avec évidemment la question du temps de transport, avec les horaires décalés, etc., en tenant compte de l'évolution de ce parc hospitalier sur les années à venir, la question des réseaux de transport qui elle-même évolue. On a réfléchi aux typologies. On n'a pas les mêmes besoins pour un soignant sur critères sociaux ou pour un jeune recruté, en revoyant aussi les outils, puisqu'on a une nécessité absolue de lier le logement à la fonction et de pouvoir mettre des clauses de fonction lorsqu'on est sur ces recrutements liés à l'attractivité et à la fidélisation. Et puis sur les moyens aussi, on a mobilisé notre foncier de façon totalement différente de ce qu'on faisait avant, et on a aussi reçu des financements très importants de la part de l'État pour développer cette politique. Et donc, on est maintenant dans la mise en œuvre de cette politique. On cherche à doubler nos nombres d'attributions sur les années à venir, donc de passer de à peu près 600 aujourd'hui à 1200 dès 2023. Et pour ce faire, on utilise notre foncier, on le fait en échangeant des biens immobiliers contre des logements pour nos soignants, en injectant une dimension logement dans nos opérations de valorisation. On le fait aussi en construisant, y compris des logements sur nos fonciers, mais on le fait aussi par l'appel aux opérateurs immobiliers. On a publié hier les résultats d'un appel à manifestation d'intérêt pour des réservations dans le parc social, qui reste un besoin important. Et on publiera très prochainement la même chose sur le segment logement libre, logement intermédiaire, où une clause de fonction peut être injectée. Et on le fait enfin, et c'est une des thématiques d'aujourd'hui, avec des partenaires, en liant les questions foncières, puisque la PHP a une longue histoire foncière sur le fort d'Aubervilliers, on en reparlera je pense, et la question du logement des soignants, et donc en cherchant à combiner ces différents facteurs pour pouvoir bénéficier d'offres de logement avec clause de fonction à des conditions financières attractives dans des logements de qualité. Alors effectivement, on va reparler du sujet Fort d'Aubervilliers, mais avant, j'avais une question pour vous, Soraya Mrioui. Alors,
on l'a compris, pour l'aménageur, Véronique l'a rappelé, s'occuper des questions de santé, c'est nécessaire, mais c'est aussi une question délicate, extrêmement complexe. L'enjeu n'est finalement pas seulement que vivre en ville, d'éviter que vivre en ville abîme la santé. Il faut inverser la proposition, c'est-à-dire comment l'aménagement, comment l'urbanisme peut être vecteur de santé. Donc comment travaillez-vous sur ce sujet chez GPA? Comment intégrez-vous cette problématique à votre feuille de route? Alors, ce qui est très important pour nous, c'est d'approcher ce sujet dès l'origine d'un projet et donc finalement, pour commencer, d'améliorer notre connaissance du territoire et de ses vulnérabilités. C'est l'état d'esprit dans lequel on a conclu le partenariat, notre premier partenariat avec l'ARS, qui visait à partager de la donnée sur l'Île-de-France et donc ses vulnérabilités en matière d'exposition à des polluants, d'état des sols, d'accès à des équipements publics structurants, d'accès à de la nature et même d'offres d'équipements de santé ou d'équipements médico-sociaux pour s'adapter à tous les âges de la vie. Donc cette première approche nous permet vraiment déjà de savoir de quoi on parle et avec quel état de l'existant on parle. Et ça, c'est une approche qu'on a d'ailleurs sur toutes les thématiques, commencer par se poser la question de ce qui existe et de comment on fait avec ce qui existe. Et donc, il y a évidemment une logique réparatrice dans notre intervention et il y a une logique servicielle qui vient développer un ensemble, une offre qui vient elle aussi améliorer la qualité de vie et répondre par ce biais à cet enjeu de santé. Et donc, ça nous a permis, suite à ce premier partenariat, de déployer un second partenariat avec Ecopolis et l'ARS, une convention plus d'application, dans laquelle on a plutôt développé 4 axes. Un premier axe qui va être la formation de nos collaborateurs, pour que dès l'amont des opérations, cette question de l'approche santé soit intégrée dans les projets. Un deuxième qui va être de systématiser des portraits socio-sanitaires dans nos opérations. Donc là, on est vraiment plutôt à l'échelle de l'opération elle-même. On refait cet état plus fin par rapport aux données qu'on avait déjà collectées avec l'ARS. Et en fonction des sites, si on est sur un site qui est particulièrement abîmé, fracturé, pollué, on va aller plus loin en expérimentant l'étude d'impact en matière de santé, qui elle est une impact beaucoup plus conséquente, qui va vraiment faire une analyse très fine de la situation pour essayer ensuite, dans la fabrication du projet urbain, d'intégrer des solutions de la réparation. Et donc, ça se traduit également plus à l'échelle micro, à l'échelle de nos projets. Donc, on a produit au cours de l'année 2022 ce qu'on appelle le socle d'exigence de nos opérations d'aménagement, qui est un cahier des charges qui est imposé lors des consultations que l'on fait avec les opérateurs immobiliers, où on leur demande de se conformer à un certain nombre d'obligations qui sont favorables de notre point de vue à la santé. Donc on a une approche très particulière et très fine sur les enjeux de qualité de l'air et de qualité acoustique. Ça passe évidemment par le respect de l'ANF HQE et donc des volets dédiés à ces sujets de l'ANF qui ne sont pas des volets de base systématiquement recherchés. Donc on impose cela dans nos nouvelles consultations. Et puis c'est aussi évidemment d'aller travailler à de l'expérimentation. Donc je peux citer l'exemple de Créteil où on expérimente sur un site extrêmement pollué la filtration par des végétaux de la pollution de l'air et donc son infiltration dans les sols. Donc c'est un test qu'on peut faire, mais il y en a des dizaines d'autres. Donc on est à la fois sur la généralisation d'objectifs ambitieux sur les questions de préservation de la santé dans nos projets, la connaissance du territoire et l'expérimentation de nouvelles méthodes qui vont nous aider à faire mieux et demain, je l'espère, à massifier à nouveau. Puis après, il y a vraiment le volet programmation logement où, comme l'évoquait Arnaud Lunel tout à l'heure, on souhaite de manière générale dans nos opérations réserver des logements aux salariés de la première heure, ceux dont le travail n'est pas télétravaillable. Et évidemment, les publics qui travaillent dans le domaine de la santé sont particulièrement importants pour nous aujourd'hui au lendemain du Covid. Et puis, on trouvait que notamment sur le fort d'Aubervilliers, c'était une belle boucle, un site qui aurait pu être un site hospitalier et qui demain accueillera des professionnels de santé pour les aider à se rapprocher de leur emploi. Voilà, c'est une belle histoire, je trouve. Alors, on va plonger dans cette histoire, mais il y a juste un mot important que vous avez prononcé, c'est le mot formation. Et là, un petit point, Véronique Pape, puisque finalement, vous avez expliqué il faut former les professionnels à ce sujet, parce qu'aujourd'hui, finalement, dans la chaîne de contribution à l'aménagement, le sujet est encore peu traité, la sensibilisation est encore faible. Est-ce que vous voyez une dynamique émerger, notamment, si je puis dire, à la faveur de la crise sanitaire ? Alors, les sujets santé, oui, on voit bien qu'il y a une vraie dynamique. La crise sanitaire a été un aiguillon particulièrement fort. Et puis, il y a aussi le fait qu'il y a des vrais liens avec les enjeux de la transition écologique. Il y a des co-bénéfices, les leviers
sont souvent communs. Par exemple, quand on travaille sur des mobilités douces, pour que les gens consomment moins de carbone en allant à pied ou à vélo au lieu d'aller en voiture, eh ben, ça a aussi des effets directs sur la santé, vraiment très significatifs. Aujourd'hui, quand on parle de la région parisienne, il y a un énorme enjeu de la qualité de l'air qui est dû à la circulation automobile. Eh ben, c'est de la pollution, c'est de la santé. Si on arrive à réduire cette pollution automobile en développant à la fois les mobilités douces, mais aussi peut-être davantage d'espaces végétalisés, ben, on joue aussi sur les deux côtés, carbone et santé. Donc voilà, donc la montée quand même des enjeux climatiques fait qu'ils embarquent la santé avec eux. Nous, par exemple, sur notre référentiel bâtiment durable francilien, on a clairement un sujet santé qui est un des sujets importants parmi l'énergie, le carbone, la biodiversité, etc. Donc ça, c'est le premier sujet. Et puis ensuite, il y a effectivement des démarches qui commencent vraiment à émerger. Les premières évaluations d'impact sur la santé des projets d'aménagement ont commencé dans les années 2015-2016. Je crois que c'est La Rochelle qui a commencé dans ces années-là. Et donc, ça commence à être suivi. Donc, c'est des études d'impact comme on en fait sur d'autres sujets et qui visent à identifier en amont d'un projet quels sont les risques qu'il va générer et quels sont les bénéfices qu'il va apporter, donc en termes de santé. Donc ça, c'est une approche plutôt normative, quelque part relativement classique pour nos métiers de l'aménagement. Et puis, il y a une démarche qui s'appelle l'urbanisme favorable à la santé, qui est plus une démarche intégrative. Donc, on intègre les sujets de santé dans toute la conception et la construction du projet d'aménagement. Et donc ça, c'est des choses qui sont développées notamment en Ile-de-France sous l'impulsion de l'ADEME et de l'ARS, l'Agence régionale de santé. Donc il y a un premier appel à manifestation d'intérêt en 2016 qui avait fait remonter 5 projets. Le deuxième en 2018 ou 2019, on a fait remonter une douzaine. Donc on voit qu'il y a quand même un impact. Et puis des organisations comme Ecopolis organisent très régulièrement des manifestations, des événements, des rencontres, des conférences, etc. sur ce sujet-là. Et on draine de plus en plus de monde. Donc on voit bien qu'il y a un vrai intérêt de la profession pour ces sujets-là. Et on fait de la formation. Enfin voilà, on accompagne les professionnels pour faire monter le sujet en puissance. Alors, maintenant, on a envie de comprendre comment concrètement ça se passe et je me tourne vers vous, Madame la maire, parce que Aubervilliers est un des lieux où concrètement on traite ce sujet à travers le projet du fort d'Aubervilliers dont on va parler. On a compris avec Arnaud Lunel que la question effectivement du logement des soignants était absolument critique, à la fois pour la PHP, mais j'allais dire pour l'ensemble des habitants de la région parisienne. Alors, expliquez-nous ce que représente pour vous ce projet, pour vous en tant que maire d'Aubervilliers. Alors, bonjour à toutes et à tous. Ce projet, il représente plusieurs choses et c'est un projet, à mon avis, et c'est pour ça qu'on l'a tout de suite soutenu, un projet avec des impacts positifs multiples. Déjà, effectivement, on se situe en période post-Covid où on a à la fois voilà, cette importance des questions de santé qui ont ressurgi. On a aussi le souvenir encore très récent de ces personnels en première ligne qu'il est difficile de pouvoir loger. Et pourquoi à Aubervilliers et à l'échelle de notre territoire, c'est important. Alors on a ce formidable quartier avec lequel on travaille avec Grand Paris Aménagement qui est le fort d'Aubervilliers. Aubervilliers est un territoire qui cumule de nombreuses fragilités, mais qui a à la fois un potentiel incroyable à développer. Et moi, dès qu'on m'a parlé de ce projet, j'étais forcément très volontaire et enthousiaste parce qu'il permet aussi de pouvoir de répondre à des problématiques nécessaires de logement du personnel en première ligne. Et ça, c'est important parce qu'on parle des soignants, mais on pourrait aussi parler des enseignants qui ont du mal à se loger au plus près de leur lieu de travail. Et puis pour la ville d'Aubervilliers, avoir comme ça des logements spécifiques, ça apporte aussi un vecteur de mixité et c'est vraiment la vision d'Aubervilliers que je défends. Juste un mot, Arnaud Lunel, pour la PHP, c'est un lieu important, le fort d'Aubervilliers. Ça fait partie de votre histoire. Donc, Soria l'a dit, c'est une longue histoire qui remonte aux années 60. Et il a été prévu il y a fort longtemps qu'un hôpital se déploie sur ce foncier.
les vicissitudes de l'histoire, les rebondissements ont fait que ce ne sera pas le cas et d'autres hôpitaux sont venus prendre la place de ce projet initial. Mais dans le cadre du partenariat avec Grand Paris Aménagement et la mairie d'Aubervilliers, on réservera 300 logements pour des soignants au sein du fort sur les différentes phases qui vont être construites. Et donc on aura une vraie présence à PHP, une vraie présence hospitalière dans la durée. C'est un engagement de très long terme. Et c'est effectivement à la fois un très fort outil d'attractivité, un très bel outil RH pour nous et une sorte d'histoire qui se renoue en bout de course. Et c'est effectivement pour la PHP un très beau projet. Écoutez, merci beaucoup, travail passionnant et je pense travail pionnier et je crois pouvoir dire que c'est une des premières fois, sinon la première fois qu'au MIPIM, on parlait de santé et d'aménagement. Donc merci à toutes et à tous et nous allons maintenant poursuivre pour la conférence suivante avec Julien Gagliardi. Merci.